Israël bombarde le sud Liban et la banlieue de Beyrouth. La population prend la route de l'exode. Réforme de l'éducation, Roger Fourou dénonce la présentation qui a été faite de son rapport, qui est encore loin d'être achevé. Florence Artaud reprend la mer après 4 années d'absence dans les grandes courses. Elle est ce soir notre invitée. Ariel Dombal, Antoine Decaune interprète avec Smaïn du film Les deux papas et la maman. Nous les retrouverons à la fin de ce jour. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Israéliens ont pris aujourd'hui le risque d'amplifier leur action militaire au Liban en représailles à des tirs de commando du Hezbollah pro-iranien sur le nord d'Israël. Aviation et artillerie israélienne ont pilonné toute la journée le sud Liban et même la banlieue de Beyrouth où des soldats syriens ont été blessés. Comme par le passé, des centaines de Libanais ont repris aujourd'hui la route de l'exode. Philippe Rochaud. Cette famille a dû plier bagages en quelques minutes de la banlieue sud de Beyrouth, bombardée par les hélicoptères israéliens. Avec elle, des centaines d'autres familles se sont retrouvées dans les embouteillages de la route du bord de mer pour tenter de trouver refuge vers le sud Liban. C'est le fief du Hezbollah à Beyrouth qu'Israël a voulu frapper, car c'est là que sont préparées et pensées les opérations contre l'armée israélienne au Liban Sud. On a compté 13 morts et 40 blessés. Mais le plus grave est que 11 soldats syriens ont été touchés. Israël met ainsi le doigt sur la présence au Liban de 40 000 soldats venus de Damas et le message est clair. Les Syriens ainsi que l'armée libanaise ont les moyens de contrôler le Hezbollah et de l'empêcher de bombarder le nord d'Israël. En 24 heures, l'aviation israélienne aura donc frappé non seulement Beyrouth mais aussi les régions sud et l'est du Liban. Ici, l'armée israélienne avait lancé un ultimatum à la population pour qu'elle évacue les maisons. Ceux qui ne l'ont pas fait l'ont payé de leur vie. Des milliers de familles se trouvent ainsi bloquées entre les combattants du Hezbollah qui se protègent en se mêlant aux populations et l'armée israélienne qui tente de diriger la colère des Libanais contre la présence armée des fous de Dieu qui ne veulent pas de paix avec l'État hébreu. Le Premier ministre israélien, M. Shimon Peres, est en pleine campagne électorale. Il essaie tout de même de doser son escalade militaire. Pour l'instant, aucune troupe terrestre n'a été engagée, mais il a été demandé à toutes les populations civiles du sud Liban de quitter la région. Et toute la journée, le canon a tonné. Charles Anderlin. C'était ce matin la première salve tirée par le Hezbollah après les raids israéliens d'hier. Une roquette vient de tomber près de cette voiture. 2 policiers sauvent la vie de cette jeune femme gravement blessée. Elle est évacuée vers un service de neurochirurgie. Au moment où les sapeurs-pompiers interviennent, d'autres roquettes explosent un peu plus loin. Et l'artillerie israélienne commence le pilonnage du sud Liban. Dans le nord d'Israël, plus de la moitié de la population de la région frontalière a été évacuée. La crise pourrait durer une dizaine de jours. Shimon Peres est venu apporter ses encouragements aux habitants qui ont décidé de rester. Monsieur Pérez nous a promis qu'il fera tout pour que nous soyons en paix à Kiryat Shmona. Et il a promis qu'il arrêtera les Katyushot, qu'il va les bombarder. Il n'est pas question pour l'instant d'une opération terrestre. Israël achemine au sud Liban surtout des renforts d'artillerie. Les dirigeants israéliens espèrent que les habitants de Beyrouth qui subissent les raids israéliens et les dizaines de milliers de civils réfugiés du sud Liban vont faire pression sur le gouvernement libanais pour qu'il réclame un nouveau cessez-le-feu qui limiterait les activités du Hezbollah. Et ce soir, le Liban, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, demande l'intervention de la France dans ce conflit. En France, les policiers qui enquêtent sur le quadruple assassinat dans un pavillon de Sceaux en banlieue parisienne hésitent toujours entre 2 hypothèses. Un meurtrier venu de l'extérieur et qui aurait tué sauvagement toute une famille, ou la mère de famille elle-même qui aurait tué son mari et ses enfants avant de se donner la mort. Valérie Astruc, Vincent Maillard. Marguerite, la mère, était la seule habillée, les autres en pyjama. C'est elle, d'après les premiers résultats d'autopsie, qui meurt la dernière. Serait-ce alors cette femme l'auteur de la tragédie? Personne dans l'entourage n'y croit. Marguerite, une mère dévouée, appréciée au collège Lacanal, où depuis 6 ans, elle était déléguée des parents. Elle posait les questions justes, elle se sentait concernée par le devenir scolaire de tous les élèves de la classe. Elle représentait, enfin pour moi elle représentait vraiment les parents et
elle nous montrait l'intérêt qu'elle portait à tous les élèves d'une classe. Une femme active, architecte dans cette agence parisienne qu'elle avait fondée avec son mari. Le couple ne manquait pas de travail, Marguerite était respectée par la profession. Marguerite avait été cooptée par ses camarades pour être architecte conseil de l'équipement, qui est une petite corporation d'une centaine d'architectes, mais qui compte en quelque sorte les forces vives de la profession. Et bon, ça c'était un signe qui ne trompe pas, quoi. Le drame survenu ici dans la nuit de dimanche à lundi serait-il alors l'œuvre d'une personne extérieure? Possible, admettent les enquêteurs, l'arme du crime, une hache ou un hachoir, n'a toujours pas été retrouvée. Autre fait troublant, la violence avec laquelle le père et le fils ont été égorgés. Difficile de croire qu'une femme de petite corpulence ait pu les assassiner de cette manière. Encore beaucoup d'énigmes, beaucoup d'émotions aussi. Pour preuve, ces témoignages dans l'allée qui conduit à la maison du drame. Un autre drame familial dans l'Essonne, cette fois-ci, c'est le corps d'une femme de 40 ans et de ses 2 enfants âgés respectivement de 11 et 13 ans qui ont été retrouvés morts, sans doute tués par le père de famille qui ensuite aurait tenté de se suicider. L'incendie de l'aéroport de Düsseldorf en Allemagne a fait au total 16 morts, dont 6 Français qui attendaient dans un salon réservé à la compagnie Air France. Des travaux de soudure effectués dans l'aérogare sont sans doute à l'origine du feu. Une polémique est née par ailleurs du retard mis par les responsables à appeler les pompiers. Christophe Tortora. Toute la journée, les enquêteurs ont fouillé les décombres de l'aéroport de Düsseldorf à la recherche d'indices. À l'intérieur du terminal A, il ne reste plus rien. Les flammes ont tout dévasté. Le feu s'est déclaré hier au milieu de l'après-midi. Des travaux de soudure dans une boutique de fleurs semblent être à l'origine du sinistre. 16 personnes, dont 6 Français, sont mortes asphyxiées. 150 autres ont été blessés. Certains sont hospitalisés en état de choc. Un pompier a défoncé la porte à l'aide d'un bélier. Et c'est avec cela qu'il a réussi à briser la fenêtre. Mais vous savez, cet homme m'a sauvé la vie. Je serais mort s'il n'était pas intervenu. C'était horrible. Il n'y avait aucun signal d'alarme. En Allemagne, une polémique est née sur la rapidité de l'intervention des secours. L'alerte a été donnée avec du retard. Les quelques pompiers présents sur l'aéroport ont mis 35 minutes avant de demander de l'aide aux pompiers de la ville. Des inculpations sont envisagées par la justice allemande, tant du côté des pompiers que du côté des techniciens de maintenance à l'origine du feu. Les experts s'interrogent aussi sur les matériaux utilisés lors de la construction de l'aérogare. Des fumées toxiques dégagées par la combustion de matières plastiques ont été dispersées très rapidement par les bouches d'aération et les faux plafonds. L'aéroport de Düsseldorf restera fermé jusqu'à lundi. Des indiscrétions sont parues hier à propos du rapport sur la réforme du système de l'éducation en France préparé par une commission indépendante sous la présidence de M. Roger Fourroux. Ces indiscrétions ont aussitôt provoqué une levée de bouclier de la part des syndicats d'enseignants et d'étudiants. M. Fourroux s'inscrit aujourd'hui en faux, déclarant que sa commission n'en est qu'aux prémices de l'écriture du rapport. Chantal Kimerlin, Frédéric Faure. Voici l'homme accusé de vouloir ouvrir une nouvelle guerre scolaire. Roger Fourroux, ancien dirigeant de Saint-Gobain, ex-ministre de Michel Rocard, puis chargé par Alain Juppé de présider la commission de réflexion sur l'école. Une commission qui proposerait certaines pistes. Fini le collège unique. On créerait plusieurs filières au collège avec notamment une voie technologique plus efficace. Un certificat d'études clôturerait la fin des études du collège. Les enseignants seraient choisis par les régions et les chefs d'établissement. Pour l'université, on se dirigerait vers plus d'autonomie régionale, une préinscription sélective avec un dossier de l'élève suivi depuis ses premières classes. La réaction syndicale est sans appel. Mauvais diagnostic, solution éculée, réactionnaire. On met fin au collège unique, on élimine les élèves au fur et à mesure de la scolarité, on leur donne le minimum culturel, ça me rappelle le SMIC culturel de Pompidou, vous voyez que ça commence à dater. Que faut-il retenir de ces propositions dont on parle sous forme de fuite ou de révélation de presse? L'auteur présumé, Roger Fourroux, dément formellement avoir même écrit un quelconque pré-rapport. Je ne sais pas s'il y aura en définitive 5 propositions ou 50 propositions ou 500 propositions, mais je serais très étonné que les 16 articles qui ont été publiés dans Le Monde subsistent et sortent tels qu'ils sont. Donc je crois que ça c'est un document qui n'existe pas.
Je réclame le droit de tout citoyen, c'est d'être jugé sur les textes qu'il a signés, et non pas sur des intentions, des bobards ou des textes qui n'existent pas. Roger Fourou précise qu'il est seulement au tiers de son travail d'enquête. Il lui reste à visiter une quarantaine d'établissements scolaires ou universitaires. Le rapport final qu'il remettra au Premier ministre n'est prévu que pour la mi-juin. Ce qui reste vrai dans tous les cas, pour autant, c'est que l'orientation au niveau de la troisième, c'est-à-dire à la fin du collège, est l'un des points forts de ce rapport. C'est en effet à ce niveau d'études que les conseils de classe décident de l'avenir des enfants. Ces conseils de classe, c'est en ce moment, à la fin du second trimestre, qu'ils se tiennent. Reportage dans un collège du Calvados à Colombelles. Françoise David, Éric Delagneau. C'est une pièce qui se joue à huis clos. Acteurs principaux, les enseignants, le conseiller d'orientation, les délégués de classe. Absent mais pourtant objet de toutes les attentions, l'élève de 3e dont on va examiner à la loupe les résultats du 2e trimestre et les souhaits pour l'année suivante. Alors maintenant, donc avis favorable pour la seconde générale. Car ce conseil de classe revêt une importance toute particulière. C'est une charnière, c'est un moment passerelle, c'est un moment où l'on discute, c'est un moment où l'on va déjà prévoir presque des jugements par la suite. Cette délibération qui intervient aujourd'hui en 3e pourrait être avancée d'1 an si la commission Fourou met fin au collège unique. En attendant, on va donc confronter les points de vue, échanger des informations autour de cet individu mystérieux, l'élève. Pourquoi pas parce que c'est quelqu'un qui semble avoir une attitude quand même de plus en plus positive. Je crois que son premier souhait, celui de la seconde professionnelle et du BEP, c'est quand même celui qu'il faut privilégier. Personnage central de cette instance, le conseiller d'orientation. Il a rencontré l'élève et ses parents au moins une fois, a tenté de comprendre ses motivations et de le guider au mieux dans le dédale des filières ou des formations qui s'offrent à lui. L'ensemble du premier trimestre. Je crois que le travail du conseiller d'orientation psychologue, mais aussi de tous les éducateurs, des enseignants, c'est de faire en sorte que cette relation ne soit pas inégalitaire, mais que le jeune devienne lui-même acteur de la prise de décision. Si l'avenir des collégiens de 3e se dessine en ce moment, celui du collège semble suspendu à une possible nouvelle réforme. En bref, à Paris, au procès de M. Bernard Tapie, qui était impliqué pour sa gestion de son yacht, le Phocéa, la présidente du tribunal a décidé de repousser à mercredi prochain les plaidoiries de la défense. Guy Nevache, ancien collaborateur d'Alain Carignon à la mairie de Grenoble, a été relaxé aujourd'hui par le tribunal. Il avait été accusé de délit d'ingérence, portant notamment sur l'achat d'un appartement de fonction. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, est actuellement en voyage en Guyane, ce département français d'Amérique du Sud qui connaît actuellement une vague d'insécurité importante due notamment à l'immigration clandestine venue de pays frontaliers comme le Brésil ou encore le Suriname. Carole Caumont, Jean Cornu. Bisous alors. Les apparences sont parfois trompeuses. Alain Juppé s'en est très vite rendu compte. À 9000 km de la métropole, la proximité reste un exercice difficile. Bonjour. Bonjour. Monsieur Une fois les présentations faites, le Premier ministre a pu entamer une tournée qu'il conçoit d'abord comme une visite de terrain. Manière de soigner sa nouvelle image, c'est donc avec son épouse et sur les marchés qu'il est allé aborder les problèmes communs à tous les Français. Maintenant, il n'y a pas grand-chose. Comment il n'y a pas grand-chose? Il y a des clients là. Mais c'est la crise, ils n'ont pas de sous pour acheter. C'est vrai? Non. La Guyane, c'est aussi quelques passages obligés. La forêt équatoriale et les Amérindiens du fleuve Maroni, attachés à leurs coutumes. Alain Juppé est venu écouter les doléances, parler aménagement ou renfort pédagogique, mais avec la volonté de préserver les traditions. Ce département est superbe et tout cela aussi il faut le protéger. Il faut bien sûr que le développement économique soit pris en compte, mais il faut également assurer la protection de richesses naturelles qui sont uniques. Des ressources naturelles comme le fleuve Maroni qu'Alain Juppé a descendu en pirogue vers un autre village indien quelques heures avant son départ de Guyane. Les départements français d'outre-mer fêtent leurs 50 ans cette année. Après la visite de Jacques Chirac à La Réunion le mois dernier, le Premier ministre vient à son tour célébrer l'événement en Guyane, puis dès demain aux Antilles. L'occasion aussi pour Alain Juppé, nouveau président du RPR, de prendre contact avec des départements dont le vote s'est souvent montré déterminant lors de précédentes échéances électorales. Le Premier ministre chinois, M. Li Peng, continue à faire ses emplettes en France. Aujourd'hui encore, il a signé bon nombre de contrats et rencontré des hommes politiques. Elisabeth Esley.
Début d'entretien cordial, Li Peng a passé 1 heure ce matin avec l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Puis il a rencontré Édouard Balladur, qui s'est félicité du rétablissement de bonnes relations entre Paris et Pékin. Au même moment, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, on paraphait en série 6 contrats signés entre des chefs d'entreprise français et chinois d'un montant total d'1 milliard de francs. Elf va fournir du pétrole à la Chine, Framatome du matériel pour le métro de Shanghai, General Electric des équipements pour les hôpitaux. À l'heure du déjeuner, Li Peng s'est adressé à plusieurs centaines de chefs d'entreprise français et chinois. Il s'est félicité d'une nouvelle période de développement entre les deux pays. La France et l'Europe profitent du refroidissement des relations entre la Chine et les États-Unis, et l'aéronautique est la grande gagnante, avec 8 milliards de francs de contrats sur 11 milliards au total. Un succès commercial qui ne fait pas oublier le désaccord sur les droits de l'homme. 3 juristes français et 4 dissidents chinois ont été interpellés aujourd'hui devant l'ambassade de Chine à Paris. Ils venaient demander à Li Peng la libération des prisonniers d'opinion dans son pays. Et ce soir, Géopolis sera consacré justement aux relations franco-chinoises, avec notamment une interview du ministre français des Affaires étrangères, M. De Charette. Importante hausse des prix en France au mois de mars, selon les chiffres provisoires de l'INSEE, entre plus 0,6 et plus 0,7%. Cette progression, si elle se confirmait, entraînerait la France vers une inflation de plus de 2% par an, alors que les experts prévoyaient 1,5%. Cette augmentation, jamais vue depuis 1990, serait due, toujours selon les experts, à la hausse des produits frais et de l'énergie. Le sport mène à tout à condition d'en sortir, c'est ce qu'a dû se dire l'ancien champion de tennis roumain Ilie Nastase, qui a décidé de se lancer dans la politique, dans son pays, la première étape étant la conquête de la mairie de Bucarest, la capitale. Dorothée Olyric, André Issora. Par un matin gris d'avril, Ilie Nastase pousse la porte d'une fabrique de cosmétiques à Bucarest. De la jet-set à l'usine, pour une nouvelle cause toute politique, Nastase est en campagne. Il dispute un match pour la mairie de Bucarest. Les Roumaines n'en reviennent pas, la star est bel et bien de retour au pays. Les femmes sont sous le charme. En le voyant, on se rappelle de sa jeunesse et de la nôtre aussi. Mais il est resté tout aussi jeune dans son âme, tout aussi proche de nous, on se sent tellement bien en le voyant. Pour celui qui a passé 30 ans de sa vie à l'étranger, la politique est un nouveau défi. Nastase, ce jour-là, accepte son premier cadeau. C'est de la corruption, ça, ou pas? Non, mais non, c'est pas de la corruption. Les ouvriers ont toujours travaillé pour tous, pour les intellectuels, pour tout le monde. Et ceux qui arrivent au sommet oublient souvent les ouvriers. Faudra pas faire comme eux quand vous serez maire. Ils pensent que je vais être le président de la République, à mon avis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent Dieu, à mon avis. Je ne suis pas Dieu, mais je vais essayer de faire quelque chose. Ilie Nastase a attendu presque 50 ans pour endosser l'élégance de l'homme politique et remiser le short au vestiaire. Vainqueur de Roland Garros et numéro 1 mondial en 1973, il a gagné plus de 50 titres. Nastase, adoré par le public, toujours cabot facétieux, il avait créé le tennis spectacle. Ilie Nastase n'a pas changé, toujours charmeur, rieur, un peu fantasque, un peu rebelle et tellement généreux. Mais aujourd'hui, il n'a pas le droit de perdre la partie, c'est trop sérieux. J'aime bien me découvrir moi et faire les gens savoir que je suis aujourd'hui. Je ne vais pas être la star des années 70. Et pourtant, en politique aussi, il mène au score. Le dernier sondage le crédite de 47% des intentions de vote contre 25% à son plus proche adversaire. L'enjeu est grand, remettre sur pied Bucarest rongé par la pauvreté. Redonner l'espoir à 2,5 millions d'habitants qui n'arrivent toujours pas à sortir de l'ère communiste. Mais il promet pas de mégalomanie à la Ceausescu et pour l'heure, pas l'ambition de devenir président. Je cherche à bouger les choses, faire quelque chose pour cette ville. Elle va tomber en ruine bientôt. Elle est en ruine, à mon avis. Ça va prendre peut-être 10 ans, 15 ans pour le faire, même avec l'argent. Alors, inlassablement, il se rend sur les marchés, visite les écoles, les hôpitaux, va partout à la rencontre de ses électeurs. À chaque fois, l'attroupement est garanti autour de la star. Il ne promet encore rien, il écoute. Qu'est-ce qui est le plus difficile, un match de tennis ou une campagne politique? Campagne politique, définitivement. Je pensais autrement, mais maintenant, si vous voyez les gens qui me demandent. Et c'est vrai, c'est un peu la lune qu'on lui demande chaque jour, un peu de rêve en Roumanie aussi. Et tant pis, s'il n'a pas encore de vrai programme politique, il a la confiance et l'amour des Bucarestois.
En bref, encore selon le journal Le Monde qui fait état d'un document de la DST, le contre-espionnage, l'avocat du terroriste Carlos, maître Jacques Vergès, aurait fourni à un lieutenant de Carlos des informations sur les mesures de sécurité et de protection de M. Badinter, qui était à l'époque ministre de la Justice. Le tout en vue d'une opération à son domicile, on n'en sait pas plus. Le député RPR Jean-Louis Masson s'est ému à l'annonce de l'information selon laquelle le petit-fils du président de la République aurait été déclaré à l'état civil sous le nom de Ray Chirac. Double nom, Ray son père, Chirac sa maman, ce qui est strictement interdit par la loi, même si l'usage autorise l'emploi du double nom. Jeff Wittenberg, Gilles Debler. En France, le droit est strict et le code civil n'évolue pas toujours aussi vite que la société. À l'heure où plus d'un tiers des naissances ont lieu en dehors du mariage, la transmission du nom de famille obéit toujours à une règle intangible. Alors, lorsque les parents ne sont pas mariés, l'enfant porte soit le nom du papa s'il a été reconnu par le papa en premier lieu, ou il porte le nom de la maman si la maman l'a reconnu en premier lieu. Mais en aucun cas, les deux noms pour l'état civil, c'est nul. Il y a donc le droit, mais il y a aussi l'usage. L'exemple est venu de haut. Le propre petit-fils du président de la République porte pour l'usage les noms de sa mère et de son père. Un député a saisi la balle au bond. Le cas de Martin Ray Chirac n'est-il pas l'occasion de faire avancer la loi? Non seulement la France est en retard, mais en fait elle est en totale illégalité par rapport au droit international, car la France est signataire de la Convention de l'ONU sur l'égalité entre les droits de l'homme et les droits de la femme. L'égalité des sexes est un grand principe. En Espagne, par exemple, les enfants portent systématiquement les noms de leurs deux parents. Mais en France, la tradition a privilégié l'aspect pratique, un seul patronyme, question de simplicité. Ça créerait beaucoup de problèmes si on pouvait changer le nom du père, prendre le nom de la mère à la place. Après, on va pouvoir penser, je sais pas, qu'il s'agit d'enfants de différents lits ou d'enfants naturels. Donc de cette là, je pense que le nom du père reste quand même très important. Et en général, c'est bien la règle qui s'applique quand le père reconnaît l'enfant. Mais sur les quelques 600 000 bébés qui naissent en France chaque année, il y a beaucoup de cas particuliers que la loi aujourd'hui ne prend pas en compte. C'est demain le départ de la course à la voile Lorient-Saint-Barth dans les Antilles. Pour cette course, tous les concurrents disposent du même type de bateau. Cette compétition marque le grand retour de Florence Artaud, qui sera notre invité dans un instant. Christophe Duchiron, Frédéric Bazy, reportage. La vérité sort parfois du crayon des enfants. Donnez-leur du goût et des crayons de couleur, ils vous dessineront un bateau avec Jean Le Cam et Florence Artaud. Florence n'a jamais cessé d'aimer la mer. Simplement, ces dernières années, la mère Florence a moins navigué en grande compétition. Ça n'a pas empêché Jean Le Cam d'appeler une dame pour une raison qui vaut ce qu'elle vaut. N'importe qui veut prendre une grosse décision ou a un gros problème ou a une décision stratégique à prendre. Je crois qu'il fait toujours appel à une femme, en moyenne. Enfin, peut-être que je me trompe. En moyenne, pour ainsi dire, Jean Le Cam ne se trompe pas. Question bateau, elle en connaît un rayon Florence, elle a remporté la route du Rhum en 1990. Cette fois-ci, elle embarque sur un monocoque long de 9,20 m, un petit bateau pour affronter les flots. Heureusement qu'elle n'est pas une femme d'intérieur, car pendant 3 semaines, elle va partager ce magnifique une pièce, avec chambre, cuisine et foutoir incorporés, et dire que pour certains, une femme sur un bateau, ça peut être du gâteau. Une femme à bord, c'est agréable? Bah oui, c'est très agréable. Ça fait le ménage, c'est tout ce qui... Et la cuisine. Ça fait quoi à bord? Le ménage, la cuisine. Et la vaisselle. Tout ça savent faire, les femmes. Elle est très sportive. Ouais, courageuse. Ouais. Elle doit faire une sacrée séance de natation. Oui. Parce que si elle tombe à l'eau et l'eau à moins 20 degrés... Et dans l'océan Atlantique en plus. La vérité sort parfois de la bouche des enfants. On peut donc en conclure que Florence Artaud n'est pas prête de s'ennuyer. Salut Florence. Salut. Florence Artaud, bonsoir. Bonsoir. Bien alors, vous revenez à la compétition après 4 années où vous aviez disparu, en tout cas des grands titres de la presse. Oui, enfin, je reviens pas à la compétition. J'ai jamais arrêté du tout, mais j'ai fait des courses un peu moins médiatiques sans doute, mais tout aussi importantes. Et cette année, la Transat AG2R
rassemble une vingtaine de bateaux avec des skippers de renom et de qualité. Donc c'est une course plus médiatique dont on parle davantage. Mais je n'ai jamais eu l'intention d'arrêter la course, et bien au contraire. Alors vous avez fait un enfant pendant ces 4 années. Est-ce que ça a changé beaucoup votre vie et votre façon de voir votre carrière? Pas du tout, non. Pas du tout? Non, 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 j'ai pas trouvé que, comme me disaient toutes les mamans, que ça allait changer quelque chose dans ma vie. Ça n'a pas été le cas. J'ai toujours aussi envie de naviguer et toujours aussi envie de partir. Alors, vous allez partir, Florence Artaud, avec Jean Le Cam. Parlez-nous de la manière dont on cohabite sur un bateau de 9,30 m pendant 3 semaines. Sur un bateau pour une transat en double, quelle que soit la taille du bateau, on est deux amis qui se relayons en fait à la tâche sans se voir forcément beaucoup, parce qu'en fin de compte, quand il y en a un qui est dehors, l'autre est dedans, se repose ou fait la navigation ou les vacations radio, et les tâches se répartissent en fait assez naturellement, très rapidement, suivant la météo, suivant les conditions de temps. Et cela dit, Florence, vous aviez l'habitude, vous, des transats en solitaire. Est-ce que c'est pas beaucoup deux sur un bateau? Non, non, ça va encore, parce qu'on se croise et finalement on n'a que très peu d'échanges, et en plus on n'est pas très bavards, ni Jean et moi, donc ça va aller, il va pas me saouler. Il y avait les enfants qui se posaient la question de savoir ce que vous alliez faire sur ce bateau. C'est vous qui faites la cuisine, c'est ce qu'ils disaient? Il paraît que Jean fait très bien la cuisine, donc je vous en dirai plus à l'arrivée là-dessus. Mais moi j'aime bien faire la cuisine en mer, c'est vrai. Vous savez, Daniel, elle a embarqué une cocotte minute, Florence, vrai? Ah oui, oui, c'est une toute petite cocotte que j'ai toujours eue pour mes transats en solitaire et en double. Et j'espère qu'elle va nous porter chance. C'est la cocotte qui gagne. Dernière chose, Florence, est-ce que vous avez des projets, disons, plus ambitieux, reconstruction d'un multicoque pour les mois ou les années à venir? Voilà, j'ai toujours le projet de la construction d'un grand multicoque de 35 mètres qui sera le plus grand multicoque du monde pour aller battre les records qui sont à battre dans le monde, et notamment le trophée Jules Verne. Parce que mon envie, c'est quand même d'aller naviguer dans les mers du Sud et d'aller tourner autour de la planète le plus vite possible. Et j'espère le faire bientôt. Merci Florence Artaud. On vous dit le mot de Cambronne pour demain, donc. Merci. Sur la route. Au revoir. Merci beaucoup. Rubrique santé, c'est la saison des allergies qui commence. Un Français sur 10, il faut le savoir, est victime du rhume des foins au printemps. Et les premiers départements à en souffrir sont évidemment ceux où la nature est en avance, c'est-à-dire le sud. Yasmina Farber, Didier Beau. Promenade champêtre dans un jardin à Antibes, la nature est en pleine forme, les fleurs bourgeonnent, le pollen voyage et les rhinites fleurissent. En général, ça donne ça. À la faculté de médecine de Nice, un appareil capte les pollens qui seront étudiés selon les saisons. On a démarré les pollens de pariétaires qui sont la grosse espèce qui va entraîner des allergies sur Nice, puisque ça débute maintenant et ça va finir au mois d'octobre, ce qui est quand même très long pour les allergiques. Ça fait 3 ans que je commence par être malade et puis ça ne se soigne pas, quoi. Jusqu'à l'été, je suis enrhumée, j'ai les yeux qui me brûlent. Je tousse, j'éternue tout le temps. Et vous n'êtes pas la seule. 10% de la population vit au rythme des rhinites. En général, les médecins prescrivent des cachets antihistaminiques, parfois associés à des pulvérisations. Autre solution, déterminer précisément ce qui déclenche l'allergie pour désensibiliser le patient. Une technique efficace si les allergènes ne sont pas trop nombreux. Il ne faut pas se lancer dans des désensibilisations avec plusieurs allergènes. C'est contre-indiqué aujourd'hui dans les consensus internationaux. Que la démarche doit être relativement simple et que le résultat doit être jugé par le patient et le médecin assez vite sur un mois ou deux. Selon le type d'allergie, les symptômes peuvent durer entre 2 semaines et plusieurs mois. La saison ne fait que commencer. Bon courage. Le 12 avril 1961, c'est-à-dire aujourd'hui, est une grande date dans l'histoire de l'humanité. Il y a 35 ans exactement, en effet, jour pour jour, les Russes expédiaient un homme dans l'espace, doublant ainsi les Américains. Ce cosmonaute s'appelait Yuri Gagarin, et on apprend aujourd'hui que dans cette course, les Soviétiques ont pris de très grands risques pour être les premiers. Romain Bonan, Jean-François Chevet. Le sourire du conquérant et le dernier baiser avant le grand saut vers l'inconnu. À l'aube du 12 avril 61, l'instant est grave, car nul ne peut imaginer ce que les 2 prochaines heures vont apporter. Et puis, soudain, les 210 tonnes de poussée arrachent le premier humain à la pesanteur terrestre.
Difficile à ce moment-là d'être serein, alors qu'un mois auparavant, sur 5 simulations en grandeur nature avec des chiens et des souris, 3 vols ont connu l'échec. Durant les 108 minutes nécessaires pour faire une révolution, le tour de la planète, Youri Gagarin n'avait que 2 missions. Avaler un repas et dévorer des yeux le spectacle à travers les minuscules hublots de sa capsule Vostok 1. Voir depuis l'espace la mère patrie sous mes yeux, ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie. La mère patrie et Nikita Khrouchtchev, certains d'avoir damé le pion à l'Amérique, une mission pourtant très incertaine. Il y avait beaucoup de doutes à l'époque, et notamment de la part de médecins, sur le comportement d'un homme en microgravité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a limité le vol de Gagarine à un tour. Un petit tour qui s'achève dans le risque maximum. À 7 km d'altitude, Youri Gagarin est obligé de s'éjecter pour ne pas s'écraser au sol dans sa capsule. Après la réalité, le cinéma, les 2 papas et la maman. Comme son nom ne l'indique pas, ce film qui sort la semaine prochaine est l'histoire d'un donneur de sperme. Et c'est une comédie avec Ariel Dombal et Antoine Decaune qui sont nos invités ce soir, avec également Smaïn. Extrait. C'est l'histoire d'une naissance pas comme les autres. C'est qui le père? Ça, c'est pas facile à dire, surtout quand la grossesse a commencé comme ça. Moi, je suis prête à tenter le coup. Il ne nous reste plus qu'à trouver le donneur. Delphine et moi, on t'a choisi pour être le père de notre enfant. Tout se passe sur fond de famille bien blonde et bien bourgeoise. Pas de surprise, on va de gag en quiproquo, d'autant plus que le généreux donateur s'attache au bébé à naître. C'est de la comédie bien sûr, mais morale et tolérante. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un problème? Il respire plus? Mais non. Lui apprends l'anglais. Quoi? Tu es ridicule. Parle-lui de la Saint-Barthélemy pendant que tu y es. Ça le fera patienter entre 2 tétés. Attends, ironise. N'importe quel nouveau-né est potentiellement plus intelligent que Léonard de Vinci. Faut exploiter le gisement, c'est tout. Le familiariser avec son environnement. Pourquoi anglais d'abord? Bah parce que tout le monde parle anglais. Bon, enfin, c'est loin de ses origines. Ses origines? Papa travaille. Baba irdem. Maman va au marché. Enfin, ça s'est jamais dit. Mammy's go to the market. Imma est off le souk. Imma est off le souk. Non. Imma est off le souk. La vie is Imma est off le souk. Quelle agate en breton? Ça veut dire allez vous faire foutre. Voilà, je crois, Ariel Dombal, que l'extrait qu'on a choisi donne bien une idée du film. Hein, c'est une histoire, donc, c'est l'histoire d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà, en fait, c'est une histoire, c'est le ménage à 3. Mais pas le ménage à 3 traditionnel, comme nous le trouvons dans le vaudeville. Mais là, un couple qui s'aime, moi, Delphine, mon mari, donc interprété par Antoine Decaune, nous nous aimons et nous n'avons pas de bébé. Alors, comment faire? Alors, dans le spectre des solutions, on se dit, mais finalement, il faut demander au meilleur ami d'Antoine, donc interprété par Smaïn, d'être le donneur. Et là commence le vaudeville. Alors là commencent évidemment toutes sortes de malentendus, de péripéties. Meilleur ami qui, comme vous l'aurez deviné, n'est pas un viking. D'accord. Mais je fais une rectification. Ce qui explique le... Oui, mon cher Bill, je vous appelle Bill parce que j'ai vu que tout le monde vous appelait Bill en régie. J'ai eu beaucoup de mal à me faire un prénom. Et il sort le 24 en fait. Ah, le 24. Donc en fait, on est venu une semaine trop tôt. Désolé. On venait en 2e semaine. Antoine Decaune, est-ce que c'est fantastique de tourner un film comique ou est-ce que c'est terrifiant en se disant mais est-ce qu'ils vont rire? C'est très difficile parce qu'en fait c'est très difficile, faut pas exagérer, c'est une mécanique et une mécanique. Mais là il n'y a pas de spectateur. Non, mais c'est une mécanique de précision réglée avec une rigueur métronomique, c'est comme une partition. Et heureusement on avait un metteur en scène, Jean-Marc Lanval, qui nous tenait en main et qui nous évitait de trop bifurquer par des chemins de traverse. Mais évidemment on ne sait pas tant que le public l'a pas vu. Or on a eu la chance d'avoir des projections en province et d'avoir la réaction du public immédiate. Et je suis désolé, mais les gens se marrent. C'est vrai. Moi, je l'ai vu. C'est vrai, j'ai ri aussi. Et j'ai pas beaucoup ri ces derniers temps. Mais oui, vous nous avez dit dans les coulisses. Tous les soirs aussi dans votre journal. Là. Bien. Est-ce que si je vous dis que ce film, c'est pas du tout la même chose, mais en même temps, c'est un peu l'esprit de 3 hommes et un couffin. Ariel. Oui, peut-être. Enfin, non, la tendresse, une forme de tendresse vis-à-vis des enfants, du phénomène de la naissance, non? C'est peut-être un petit peu plus corrosif aussi, hein, et parce que il y a aussi le fait que le mari idéal de ce couple bourgeois, de ce couple catholique, ça va quand même être un beurre, et ça va quand même être un arabe. Et alors, c'est ça qui est quand même très très drôle, c'est qu'on le choisit pour sa valeur intrinsèque, l'intelligence, etc.,
en dépit Est-ce que c'est facile pour la femme d'un philosophe de tourner des films comiques? C'est à moi que vous parlez là? Mais oui, c'est lui mon mari. Écoutez, c'est merveilleux, c'est du gâteau de tourner des films, des comédies. Qu'est-ce qu'il en pense? Bernard-Henri Lévy, pour donner son nom pour ceux qui ne seraient pas dans le... Eh bien, il a trouvé le film formidablement drôle, et il a ri. Et je n'en ai pas parlé, bien sûr. Alors, on rit dans... Personnellement, j'ai vu avec André Glucksmann, qui l'a beaucoup aimé aussi. On rit dans ce film, mais Ariel le disait à l'instant, c'est aussi un film, et Smaïn aime bien ce thème, c'est la tolérance et l'intégration aussi. C'est un thème sur lequel il faut bien s'entendre. C'est pas un film à message, c'est une comédie, et dans cette comédie-là, il y a des vrais morceaux de message. Voilà. C'est une comédie, c'est un divertissement qui est fait pour que les gens passent 1h30 de temps agréable en s'amusant et ressortent si possible de la projection avec quelques petites idées comme ça, mises en germe. C'est aussi un film qui est tourné, je ne sais pas si ça tient au fait que Smaïn soit pour beaucoup dans ce film. Hein. Je pense pas que ça ait une relation directe, mais tourné sous forme de sketch, ça va très vite. Est-ce que c'est ça le moteur du rire, le fait que ça aille très très vite entre les différentes actions? En fait, une comédie, c'est en effet fondé sur le rythme. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre trop de temps à répondre, etc., et on n'est plus drôle. Et puis, il faut que les personnages soient un peu dépassés par les événements. On est victime de nous-mêmes. On décide quelque chose, et puis ça engendre toute une série de malentendus qui font rire parce que, c'est ça, on est les victimes des situations. Et le rythme, et c'est vrai que Smaïn et Jean-Marc Lonval ont préparé leur film pendant 4 ans et ils sont très très performants, c'est-à-dire qu'ils ont fait un storyboard, tout est très percutant, très minuté, et c'est ça qui marche. C'est rapide, mais enfin ça fait quand même pas mal aux yeux. Non mais je veux dire, c'est pas tourné d'Oliver Stone. C'est facile de tourner avec Smaïn ou c'est quelqu'un de très méticuleux, de très... C'est à la fois quelqu'un de très organisé et de très fou. C'est-à-dire qu'il y a une folie contenue. Mais c'est vrai que le tournage a été problématique quelquefois sur des scènes où on avait du mal à se concentrer. C'est le genre de film qu'on a envie de recommencer. Est-ce que le côté comique vous plaît? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plus difficile à tourner qu'un film sentimental Écoutez, je n'ai pas tourné dans Raison et Sentiment, ni dans Autant n'importe le vent, donc j'ai du mal mon échelle des valeurs est quelque peu perturbée. Et vous avez tourné dans des films plutôt... sentimentaux? Oui, c'est une comédie aussi, Pentimento de Stanley Marshall. Mais j'ai l'impression qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, la mécanique du rire exige une précision, une méticulosité absolument implacable. Bien. Moi, je dois dire que le fait d'avoir ces deux partenaires intelligents et drôles... Oui, merci pour eux. C'était un cadeau. Et Smaïn, c'est quelqu'un qui sait tout faire, en fait, c'est un grand acteur, on le voit dans le registre comique. Mais c'est quelqu'un de très réfléchi et de formidable. Bien. Je crois que ça va, on lui a assez envoyé de fleurs ce soir. Oui. On va rappeler que c'est donc pas la semaine prochaine, mais le 24 avril. Nous serons là donc c'est les deux papas et la maman. Donc vous revenez la semaine prochaine, mais aucun n'aurait pas compris. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Merci de nous avoir reçus. Merci Antoine. Dans un instant, la météo. Nathalie Riouet, retour de la grisaille pour le week-end. Manque de chance. Le point route ensuite, Valérie Maurice, si vous prenez la route ce week-end. Prochain rendez-vous avec l'information à 1h du matin. Florence Daucher pour les dernières informations du jour. Demain matin 7h, thé ou café, Catherine Sellac. Demain 13h, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir d'ailleurs tout au long de ce week-end. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.